Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Il est temps de lever un autre voile. Les mensonges semblent infinis. Il est important de comprendre qu'une science peut être construite à partir de presque tout. L'endoctrinement de l'héliocentrisme et des domaines scientifiques qui en découlent est avant tout métaphysique et non ancré dans le monde physique observable que nous habitons. La Kabbale satanique aurait facilement pu nous affirmer que la Terre avait une forme oblongue ou triangulaire, et des sciences et des équations mathématiques entières auraient été consacrées à l'expliquer. La bonne science-fiction fonctionne de la même manière. La science s'additionne, mais elle ne la rend pas réelle. Notre réalité ne régit pas le champ de l'héliocentrisme. Nous ne ressentons rien qui suggère que notre Terre soit un globe. Donc c'est plutôt un concept ou une idée qui régit l'héliocentrisme et qui égare de nombreux scientifiques dans la découverte de la vérité véritable. Le monde perceptible est en contradiction avec la théorie scientifique. C'est une tromperie délibérée. Et cette tromperie est également présente dans notre compréhension géologique de la surface plane de la Terre. À travers les cultures, nous rencontrons des récits mythologiques de créatures pétrifiées. La plus célèbre d'entre elles est la légende de Méduse, dont les cheveux étaient recouverts de serpents et dont le regard pétrifiait les gens. On retrouve ces récits dans les cultures européennes, amérindiennes, asiatiques, grecques antiques et océaniennes. On y trouve souvent des serpents. Nombreux sont ceux qui pensent que ce sont les explications de nos ancêtres pour expliquer la pétrification. Voici des images d'animaux pétrifiés. Et voici quelques images de bois pétrifiés provenant du parc national de la forêt pétrifiée en Arizona. Les prêtres scientifiques du monde entier nous apprennent que la matière organique vivante se pétrifie de deux façons. Les arbres se pétrifient lorsqu'ils sont enfouis dans des sédiments, comme de la boue épaisse, dans des cendres volcaniques. Observez de plus près les arbres pétrifiés. Ils ne sont pas simplement transformés en pierre, ils sont composés de cristaux. Un cataclysme, comme une inondation de boue ou une éruption volcanique, a littéralement transformé le bois et la matière vivante en cristaux. On nous dit que l'objet doit être impacté afin que l'oxygène et les bactéries ne puissent pas atteindre la matière et commencer sa décomposition. Oui, bien sûr. Pourquoi croyons-nous à de telles absurdités? Je n'en comprends rien. Nous enterrons nos morts et ils se décomposent. Ils ne se transforment ni en pierre ni en cristal. Une éruption volcanique produit des cendres volcaniques. Ces cendres sont destructrices, comme l'indique Wikipédia. Elles peuvent affecter la santé humaine et animale, perturber les systèmes électriques, détruire des avions et des bâtiments, allant jusqu'à l'effondrement total ou partiel des toitures. Pourtant, les scientifiques nous disent que ce sont ces mêmes cendres volcaniques qui sont responsables du phénomène de pétrification du bois. Des milliers de personnes ont péri lors d'éruptions volcaniques. Pourquoi ne voit-on pas des corps humains pétrifiés en cristaux?
Pourquoi les victimes se décomposent-elles? Et ce n'est pas la lave. La lave ferait fondre les os. Les cendres volcaniques ne provoquent pas de pétrification. Ce bois pétrifié s'étale presque intact et parfaitement visible. Il semble également avoir été décomposé en morceaux bien nets. Les cendres ou les sédiments ont-ils également déchiqueté ce bois avant de le transformer en magnifique cristal? Et sinon, s'il vous plaît, trouvez-moi les anciens outils qui peuvent découper la pierre et le cristal. Ce n'est rien d'autre qu'un simple spectacle pour les crédules. Les sédiments et les cendres volcaniques n'expliquent pas correctement la pétrification. Une grenouille ne se transforme pas simplement en pierre. On trouve même des nids d'abeilles et des ruches pétrifiées. Au cours de sa vie, le bourdon bourdonne, collectant nectar et pollen des fleurs. Il peut détecter la présence et la structure des champs électriques des fleurs. Il le fait pour recueillir des informations sur la fleur et savoir si elle a récemment été visitée par une autre abeille. Une fois qu'il a récolté suffisamment de nectar et de pollen, il retourne au nid et les dépose dans des alvéoles de cire. Ces alvéoles sont construites en forme hexagonale symétrique. Le nid d'abeille est une masse de cire prismatique hexagonale. Les abeilles possèdent une intelligence innée pour construire leur nid d'abeilles avec un pavage hexagonal, car cela crée des alvéoles de taille égale, tout en minimisant leur périmètre total. Autrement dit, c'est économique. Ils utilisent le moins de matière possible pour créer un réseau de cellules. L'efficacité géométrique de l'hexagone est visible partout dans la nature. Les yeux de la libellule sont composés avec une efficacité hexagonale. Regardez, l'hexagone est partout. Il n'existe pas deux motifs de flocons de neige identiques, mais ils partagent tous la même géométrie hexagonale fondamentale. Prenons l'exemple des tiges de lin. Comme vous pouvez le constater, chaque fibre est hexagonale. Ce n'est pas un hasard. Pas de hasard ni de chance. C'est une conception intelligente. La nature croît et se développe avec efficacité. La tige est constituée de colonnes hexagonales qui lui permettent de pousser vers le haut. Et voici le résultat. De magnifiques plantes et arbres poussent vers le ciel. L'observation des cernes des arbres au microscope révèle des motifs géométriques similaires à ceux de l'hexagone. Des photographies microscopiques de bois pétrifié montrent ces mêmes colonnes hexagonales. Mais selon nos savants, il existe des anomalies dans notre monde. Les colonnes de basalte, des colonnes hexagonales parfaites qui reflètent l'efficacité rigoureuse que nous observons dans la matière organique vivante. Wikipédia et la science dominante nous indiquent que les colonnes de basalte se sont formées suite au refroidissement de coulées de magma ou de lave. Voici à quoi ressemble la lave lorsqu'elle est active. Et voici à quoi elle ressemble une fois refroidie et durcie. Alors, comment le magma ou la lave ont-ils refroidi et formé des formes hexagonales si parfaites dans leur symétrie géométrique? Voici la chaussée des géants en Irlande. Ressemble-t-il à de la lave magmatique pour former ces immenses colonnes hexagonales parfaitement dessinées? Je veux que vous vous imaginiez redevenu enfant, hanté par la curiosité des merveilles du monde. Que voyez-vous? La tour du diable dans le nord-est du Wyoming. La structure de colonne de basalte la plus célèbre au monde. Un pèlerinage pour les grimpeurs qui s'aventurent dans les cheminées apparemment infinies entre les colonnes.
On raconte qu'elle a été formée par de la lave ignée. Que voyez-vous maintenant? Je sais ce que vous voyez. Des traces d'ancien magma volcanique qui s'est refroidi a formé un chaos rocheux. On ne nous a même pas laissé une chance. Nous connaissons tous ce film. Steven Spielberg tisse sa sorcellerie et consolide le nom satanique de la Tour du Diable, nous imposant une fois de plus les plans extraterrestres. Une distraction constante. Il n'a pas toujours été appelé ainsi. Les Amérindiens l'appelaient Mathéopée ou la loge du grand ours, et tout un folklore l'entoure. Ce n'est qu'en 1875 que Richard Irving Dodge lui donna un nom satanique, nom que le président Roosevelt immortalisa en 1906 en le désignant comme premier monument national des États-Unis. Ce n'est pas une coulée de lave solidifiée. Ce sont les vestiges d'un arbre géant à base de silicium. C'est un véritable arbre pétrifié. Et c'est là la distraction, le contrôle, le mensonge. Ces vestiges ne sont pas formés à partir de cendres volcaniques. Ce sont de minuscules branches et rameaux d'un arbre bien plus grand et oublié depuis longtemps. Regardez de plus près. En s'aventurant vers le haut, vous pouvez apercevoir des tours hexagonales individuelles. Tout comme les fibres hexagonales individuelles, certaines fibres se détachent avec le temps et se détachent de la masse globale. Observez de plus près les fissures et les parties brisées de la tige externe. Il s'agit d'épidermes pétrifiés, la couche de cellules qui recouvre les tiges, un peu comme notre fascia de tissu conjonctif. Les tiges ne pénètrent pas horizontalement dans le sol, mais s'y courbent comme la base d'un arbre. Observez à nouveau la tige de lin de la plante. Voyez comment la masse diminue sur les bords. Maintenant, regardez, nous observons la même chose ici. Imaginez le grimpeur qui ne pensait qu'aux roches et n'a jamais vu l'arbre. Regardez les autres merveilles du monde, les colonnes de basalte. Expliquez-moi comment le magma ou la lave a formé ceci. Le flux de magma s'est-il simplement arrêté en plein vol pour commencer à refroidir et à se solidifier en ces colonnes hexagonales? Tout comme la création divine a doté les autres organismes de l'intelligence innée, de l'efficacité hexagonale, ces colonnes faisaient partie des arbres vivants. Notre Terre plate est fractale. C'est un exemple de microcosme et de macrocosme. Une grande merveille majestueuse sans équivalent à des kilomètres à la ronde. La lave n'aurait pas pu former cela, même si elle avait essayé. Mais vous ne l'avez pas remarqué, n'est-ce pas? Vous ne le voyez pas. Nous sommes nés avec la vue et nous sommes devenus aveugles. Vos yeux sont devenus des traîtres au fil du temps. Regardez de plus près. Le sommet est plat. Cet arbre a été abattu. Et ce n'était qu'un petit exemple. Ces souches d'arbres géantes sont littéralement partout. Regardez.
only the really good ones. Others were blasted, torn, and laid down. Look. Les colonnes de basalte sont probablement une espèce particulière de plante. Et tous les arbres géants du monde ne sont pas formés de colonnes de basalte, mais d'autres structures de silicium. Les arbres géants étaient divers en espèces et en types, tout comme nous le voyons dans nos arbres d'aujourd'hui. Ce que nous avons appris à appeler des montagnes ne sont pas tous des arbres géants. Il faut un temps d'adaptation à la lumière, mais vous commencerez à remarquer la différence. Ce n'est pas un volcan, c'est un amas de déchets meubles générés et empilés par des machines géantes. La forme conique est parfaite, comme toutes les structures meubles. La lave et les cendres volcaniques contiennent de fortes concentrations de silice. Ils ont empilé ici le silicium et les déchets chimiques de leur activité. Ces produits chimiques réagissent parfois entre eux et brûlent parfois. N'importe quel agriculteur vous dira que les tas de compost peuvent commencer à chauffer jusqu'à la combustion spontanée, le microcosme et le macrocosme. Le silicium est le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre après l'oxygène. Sa structure est très similaire à celle du carbone. De nombreux scientifiques ont émis l'hypothèse qu'une vie basée sur le silicium est possible. Lorsque le silicium interagit avec l'oxygène, il se transforme en quartz. Voici un arbre à base de carbone et voici un arbre à base de silicium. L'histoire est un mensonge. Il y a eu une ère du silicium où les arbres atteignaient des hauteurs énormes et étaient principalement constitués de cristaux comme le quartz. Ce que nous appelons aujourd'hui des roches ne sont en réalité que des fragments de vieux arbres géants et d'autres organismes vivants. Les roches et les pierres constituent la phase intermédiaire entre les formes de vie basées sur le silicium et celles basées sur le carbone. Il n'existe pas d'organismes pétrifiés, seulement des vestiges d'organismes de l'ère du silicium. Plus de 75% des volcans terrestres se trouvent dans la ceinture de feu, une zone importante du bassin de l'océan Pacifique, l'océan le plus profond de la planète. Regardez cette image de nos océans sans eau. On peut voir les cicatrices et les fosses au fond de l'océan. C'est là qu'ils ont creusé et exploité le plus. La ceinture de feu abrite la fosse la plus profonde de la Terre, la fosse des Mariannes. Elle mesure 2550 km de long et plus de 10 000 mètres de profondeur.
Observez toutes les autres fosses de cette zone. Ce n'est pas un hasard si le plus grand volcan de la Terre, le massif de Tamu, se trouve juste à côté de ces fosses sous l'eau. Sa superficie est celle du Royaume-Uni. L'étendue de la mine ici a créé 452 amas de déchets océaniques, ou ce qu'on appelle des volcans. Voyez-vous, il n'y a jamais eu d'océan sur Terre tel que nous les connaissons aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, les océans étaient autrefois recouverts d'épais cristaux de silicium. Toute vie était principalement constituée de silicium. Le silicium n'a pas besoin d'eau pour se développer. Il est très différent de la vie basée sur le carbone que nous connaissons et vivons en tant qu'êtres humains. Seule la vie basée sur le carbone a besoin d'eau pour survivre. Des scientifiques ont découvert une quantité inhabituelle de carbone dans la glace des pôles terrestres, une quantité millénaire. Cette quantité importante de carbone dans la glace ne devrait pas exister. On nous dit que la présence récente est due à la combustion de combustibles fossiles depuis la révolution industrielle. Mais cela n'explique pas la présence de carbone millénaire. Cela suggère qu'un immense incendie mondial s'est produit à un moment donné de notre histoire. Le carbone a été introduit sur Terre. Le silicium est généralement lié à l'oxygène. On nous dit que pour réduire le silicium à son état le plus pur, c'est-à-dire éliminer les molécules d'oxygène, il faut utiliser du carbone. Le silicium est purifié par réaction avec du carbone sous forme de charbon, puis par chauffage à 2000 degrés Celsius dans un four. Ils ont extrait le silicium de la terre, récolté des arbres géants à silicium et utilisé une grande quantité de carbone pour le purifier. Nos océans contiennent 38 000 gigatonnes de carbone. 1 gigatonne équivaut à 1 milliard de tonnes. Or, le silicium est le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre. La présence de carbone dans la croûte terrestre est en réalité très faible. La vie basée sur le carbone n'a jamais été prévue. La Terre n'aurait jamais privilégié une vie basée sur le carbone par rapport à d'autres choix possibles. Un créateur n'aurait jamais privilégié le carbone au silicium. Le silicium aurait formé un monde d'une beauté incroyable. Il se lie à l'oxygène 5 fois plus fortement que le carbone. Le carbone est plus faible et se combine à de nombreux autres éléments. De ce fait, nos vies sont courtes et vulnérables aux maladies. Mais encore une fois, toutes les montagnes ne sont pas des arbres. Il y a une raison pour laquelle on peut se sentir complètement transformé spirituellement et physiquement dans certaines parties des montagnes et ressentir un sentiment de grandeur dans d'autres. Voici une excavatrice, la plus grande excavatrice à roupelle au monde aujourd'hui. L'excavatrice rotative fonctionne en raclant le sol et en laissant une paroi de pierre concave. Regardez ces falaises en Australie. On les appelle une merveille du monde, la roche ondulée. Et voyez-vous la ressemblance ? Ce n'est pas une vague de roche, mais les cicatrices d'une excavation rotative géante. On trouve des représentations de machines gigantesques dans les poteries pré-espagnoles exposées au Costa Rica et à San Francisco. Imagine que vous soyez un habitant de la campagne et que vous en voyez une bien plus gigantesque et pour la première fois. Vous aussi, vous penseriez à une sorte de monstre mythique. Regardez Tula,
l'ancienne capitale des Toltecs. Ils vénéraient ces êtres et leur rendaient hommage en sculptant des demi-pyramides. Observez de plus près leurs mains. On dirait qu'elles tiennent des perceuses et des outils électriques. Regardez ce dessin. Ils représentent des êtres vêtus d'une sorte de combinaison métallique avec des casques qui leur couvrent entièrement le visage pour les protéger et ce qui ressemble à des outils à la place des mains. On nous dit que ces artefacts ont été fabriqués avant la découverte du métal, mais c'est clairement un mensonge. Regardez ces images de carrière. Vous voyez la structure en gradin. C'est une structure formée d'angles droits vue d'en haut. Les excavateurs ont emporté d'immenses étendues de terre et voici le résultat. Ils ont menti sur tout. Ce qu'ils appellent ravins, falaises, vallées ne sont rien d'autre que des carrières. Regardez les passages de vallées et les falaises calcaires qui les bordent. D'immenses étendues de terre ont été creusées et creusées. Regardons maintenant le reste de notre monde. De la pierre arrachée. On peut encore voir les traces des machines sur le sol, celles qui ont éventré la terre. C'est un terrain vague. Dans certaines anciennes carrières, l'humidité est abondante, ce qui permet aux gens de cultiver et aux plantes de repousser. Ce n'est pas un lac, c'est une carrière inondée. Regardez la mer Caspienne, c'est une immense carrière inondée. Et ces carrières sont littéralement partout. Montagne du Tibet, une carrière de 6000 mètres d'altitude. Parc national du Grand Canyon en Amérique, une immense carrière. Lac Louise au Canada, une carrière inondée. Les gorges de la rivière Rouge en Amérique, une carrière. Le Peak District en Angleterre, une carrière en pleine croissance. Les Highlands en Écosse, un système de carrière à plusieurs niveaux. Au Pays de Galles, un système de carrière inondé. Les montagnes bleues en Australie, une immense carrière éventrée. Les montagnes bleues, encore une fois. Comparez ce mur à l'extraction humaine du marbre dans les Alpes. Il faut se réveiller. Parc national de Tongariro en Nouvelle-Zélande. Un amas de déchets. Parc d'État de l'Utah, une immense carrière. Montagne Bugatti, déchets de carrière. Glace de Zermatt en Suisse, un sentier creusé avec des traces marquées. Montagne arc-en-ciel au Pérou, un amas de déchets remplis de produits chimiques. Luna Crater Lake, en Islande, une carrière inondée. Désert de Namibie, d'immenses déchets de carrière. Désert égyptien,
La couche inférieure est entièrement grattée. Plus rien ne pousse ici. Il ne reste plus de terre. Les déserts sont complètement artificiels. Ils sont le résultat d'activités minières à grande échelle, si barbares qu'elles ont éliminé toute terre et toute vie. L'Australie est une immense carrière avec presque pas de terre, juste la poussière rouge. Le désert du Sahara est un gigantesque déchet de carrière. Qu'est-ce que le sable? De la silice ou dioxyde de silicium. Le sable est une fine poussière de silicium broyé, comme la sure que l'on obtient lors de l'abattage des arbres à carbone. Ce sont les restes des arbres à silicium. L'ambre de la Baltique s'échoue souvent sur les rives de la mer Baltique. L'ambre est de la résine d'arbres fossilisés. 90% de l'ambre mondial provient d'ici. Il y a tellement d'ambre dans les océans qu'il ne devrait pas y être. C'est le déchet de l'exploitation minière à grande échelle des vieux arbres gigantesques de la Terre. Il n'existe pas une seule région sur Terre qui, au cours de l'histoire, n'ait été exploitée. Il n'y a pas de roches naturelles, de montagnes, de falaises, de ravins, de plateaux, de canyons, de déserts sur Terre. La Terre n'est pas une planète tournante qui a évolué au fil du temps. C'est une ancienne carrière plate. On nous a menti sur tout et caché sa véritable histoire barbare. Saviez-vous que les arbres communiquent par leurs racines à travers des réseaux souterrains? Ils communiquent par des signaux électriques à impulsion lente. Il existe des réseaux entiers de grottes cristallines sous la Terre. On nous dit que les grottes se forment par l'érosion hydrique. Mais pourquoi y a-t-il autant de cristaux gigantesques? Ce ne sont pas des grottes, ce sont les racines coupées de nos majestueux et gigantesques arbres de silicium. Observez les rivières de notre monde vues d'en haut. Elles ressemblent à des racines d'arbres excavés. Car c'est le cas. Nos arbres géants et leurs racines ont été ravagés. De nombreux réseaux fluviaux sont en fait les racines coupées et inondées de nos majestueux arbres de silicium géants. Ce n'est pas un hasard si nombre de nos souches d'arbres géants se trouvent dans des parcs nationaux et des zones protégées. Cela signifie que nous ne pouvons pas creuser là-bas et découvrir les racines attachées à ces structures. Hollywood s'est moqué de nous et nous a donné une vision très probablement très proche de la véritable histoire de la Terre. Regardez. Il est intéressant de noter que le réalisateur de ce film, James Cameron, est lui aussi obsédé par la plongée dans la fosse des Mariannes. Le silicium, nous dit-on, est un puissant semi-conducteur. C'est l'élément principal qui rend les puces informatiques possibles. Les puces mémoire et les processeurs ne seraient pas possibles sans le silicium. Ils contiennent la mémoire.
C'est pourquoi notre époque est appelée l'ère du silicium. Et c'est pourquoi on l'appelle la Silicon Valley. Ils sont venus et ont emporté du carbone pour oxyder et extraire du silicium pur de notre monde autrefois magnifique. Cela ressemblait peut-être à ceci. Pourquoi ont-ils fait cela? Que s'est-il donc passé? La vie sur le carbone n'était pas censée exister. En observant de plus près l'élément carbone, on découvre qu'il est principalement constitué de l'isotope carbone 12. L'isotope carbone 12 représente 98,93% de l'élément carbone total. Le carbone 12 est composé de 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. Le carbone est le numéro 6 du tableau périodique. La marque de la bête. La vie sur le carbone, la vie humaine telle que nous la connaissons, a été créée par la bête. 666. Tout ce qu'on nous a raconté est mensonge. Notre histoire entière est une invention satanique et on nous a ridiculisés. Je veux vous montrer autre chose. De vieilles photos. On nous dit que c'était juste pour la préservation et la restauration. Mais à vous de vous faire votre propre opinion. À vous de vous faire votre propre